Chérie, ta femme est déjà partie. J'arrive tout de suite. Assise dans la voiture que j'avais garée devant le pavillon de ma belle-mère, je pouvais à peine respirer en fixant la porte d'entrée. À cet instant, une scène incroyable s'est déroulée sous mes yeux. C'était mon mari, à qui l'on avait diagnostiqué une paraplégie et qui était cloué au lit depuis des mois. Mais à ce moment-là, mon mari a ouvert la porte et est sorti en marchant comme si de rien n'était. Au début, je ne pouvais pas en croire mes yeux. Il est monté dans la voiture avec le plus grand naturel, les mains tremblantes. J'ai allumé la caméra de mon téléphone portable et, en gardant une distance prudente, j'ai commencé à le suivre. Quand mon mari est arrivé à destination, une femme est sortie en courant et s'est jetée dans ses bras. Sans hésiter un instant, ils se sont embrassés. Au moment où j'ai reconnu le visage de cette femme, j'ai été confrontée à la vérité qui m'avait trompée au cours des derniers mois. Je suis une femme qui a un jour été trahie de la manière la plus cruelle par la personne en qui j'avais le plus confiance dans la vie, en écoutant l'histoire que je vais raconter. Vous vous demanderez probablement si de tels êtres humains existent vraiment dans ce monde. Et d'un autre côté, vous serez peu être surpris de voir à quel point une personne peut devenir effrontée lorsqu'elle est acculée. Cependant, la fin de cette histoire n'est pas tout à fait amère. Alors je vous serai reconnaissante de l'écouter jusqu'à la fin. À l'université, j'avais une amie nommée Camille. Nous nous étions rencontrés à la faculté d'administration des affaires. Comme nos personnalités étaient très compatibles, chaque fois que nous faisions des travaux de groupe, c'était nous deux qui restions jusqu'à la fin pour peaufiner la présentation. Camille avait beaucoup d'idées, mais elle manquait de minutie et moi, au contraire, j'étais douée pour donner forme et concrétiser les idées qu'elle lançait. Nous nous amusions à nous compléter dans nos lacunes, et c'est ainsi que, naturellement, nous sommes restés ensemble même après l'obtention de notre diplôme. Après l'université, à une époque où le marché du travail n'était pas du tout facile, nous avons toutes les deux, avec une audace incroyable, fondé une petite société à responsabilité limitée et ouvert ensemble une boutique en ligne. C'était un système de codirection où nous nous partagions les parts à 50%. Notre entreprise consistait à découvrir et à vendre en ligne des pièces de céramique artisanale ou des articles en cuir fabriqués dans des ateliers de petits villages de Provence. Au début, chaque jour était une véritable bataille. Il y a eu des moments où nous avons pleuré dans les bras l'une de l'autre, lorsque la marchandise que nous avions achetée ne se vendait pas et s'accumulait dans l'entrepôt. Et au contraire, lorsqu'une simple collaboration avec une petite influenceuse a fait exploser les ventes, nous l'avons célébrée assise sur un banc avec des canettes de bière. À cette époque, Camille et moi étions plus que des associés. Nous étions le seul pilier qui nous soutenait mutuellement. Un jour, alors que l'entreprise commençait à se consolider, Camille a abordé le sujet avec prudence. « Hélène, tu sais que je vais à la salle de sport. Eh bien, j'y ai rencontré un garçon qui est un garçon en or. Il travaille comme chef de chantier dans une entreprise de construction. Tu aimerais le rencontrer ?» J'ai refusé en agitant les mains. En ce moment, je suis débordée. « Qu'est-ce que tu me parles d'un rendez-vous ? Où vais-je trouver le temps d'avoir un petit ami ?» Camille a répondu comme si cela lui semblait absurde. « Écoute, je travaille exactement le même nombre d'heures que toi. Je suis là, dedans toute la journée. Et j'ai un petit ami. Dire que tu n'as pas le temps est une excuse. Non. Vraiment, ça m'angoisse. » Mais Camille ne s'est pas avouée vaincue et a continué d'insister. « Ne t'angoisse pas, tu vas juste dîner avec lui. C'est un gars génial. Vraiment, tu le sauras quand tu le rencontreras. » Day. C'est ainsi qu'en cédant à l'insistance de Camille, j'ai rencontré Julien. Ma première impression, sincèrement, n'a pas été très intense. Il était grand et avait les épaules larges, ce qui lui donnait une allure robuste, mais il parlait peu, et son expression changeait à peine. Si bien que je me souviens avoir pensé qu'il était quelqu'un d'ennuyeux. Lorsqu'il m'a demandé un deuxième rendez-vous, j'ai beaucoup hésité. Cependant, après l'avoir revu quelques fois de plus, j'ai commencé à voir des facettes de lui que je n'avais pas remarquées au début. Julien était une personne qui,
chaque fois que je parlais de notre entreprise, me regardait dans les yeux et m'écoutait jusqu'à la fin. Lorsqu'au début de l'entreprise, nous avions du mal à écouler les stocks, il est même allé jusqu'à acheter plusieurs pièces avec son propre salaire pour les offrir à ses collègues de chantier. Une fois, alors que j'étais alitée pendant quelques jours avec une grosse grippe après le travail, il est venu directement chez moi, avec une soupe maison qu'il avait achetée, l'a laissée à la porte sans presque rien dire, et est parti. Il m'a envoyé un message qui disait seulement « Mange-la et repose-toi ». Ce petit geste de considération est resté gravé dans mon cœur pendant longtemps. Derrière cette rudesse typique de quelqu'un qui travaille dans la construction, il y avait une délicatesse subtile. Et cela m'a enchantée. C'est ainsi que nous avons commencé à sortir ensemble. Quelques années plus tard, nous nous sommes mariés. Après notre mariage, j'ai continué à diriger la boutique en ligne avec Camille comme codirectrice. Cependant, après la naissance de mon fils, j'ai réduit mon implication dans les tâches quotidiennes et je me suis chargée depuis la maison de la planification des produits et de la gestion des fournisseurs. À la naissance de mon fils Lucas, j'ai pris une courte pause. Mais dès que mon congé maternité s'est terminé, je me suis remise devant mon ordinateur portable. C'était ma mère qui s'occupait principalement de l'enfant. J'avais une confiance totale en ma mère pour que tout se passe bien. Et je vivais tellement occupée que je ne vérifiais même pas bien les mots de la crèche. Mais ensuite, lorsque Lucas a commencé à dessiner et à écrire ses premières histoires à l'école, la première fissure est apparue dans ma vie. Une nuit, mon mari, après avoir couché Lucas, m'a appelé à voix basse dans le salon. « Hélène, regarde ça. Qu'est-ce que c'est ?» Mon mari m'a tendu un cahier et a dit « C'est le journal de Lucas. Apparemment, ils ont commencé à l'écrire cette semaine à l'école. » J'ai ouvert le cahier sans réfléchir. À l'intérieur, un petit garçon dessiné avec des traits maladroits était assis seul dans sa chambre en train de pleurer. À côté de lui était dessiné le dos de sa mère alors qu'elle partait travailler, et en dessous, avec une écriture tremblante, il était écrit « J'aimerais que maman n'aille pas au travail, comme les mamans de mes autres amis. » Au moment où j'ai lu cette phrase, j'ai senti mon cœur chavirer. Tu sais aussi bien que moi, Adit mon mari, que tout ce que nous gagnons, c'est pour que notre famille vive bien. Mais si à cause de ça l'enfant souffre ainsi, à quoi rime tout cela? J'ai soupiré et répondu. Tu as raison. Mais je ne peux pas changer les choses du jour au lendemain. Nous sommes tous les deux très occupés. Laisser le travail n'est pas si facile. Mon mari a dit fermement. Cela peut être changé, mais cela nécessitera le sacrifice de quelqu'un, particulièrement de ta part. Oh. Au début, ces mots m'ont blessée. On aurait dit qu'il me demandait de me sacrifier. Moi seule. J'y ai réfléchi pendant plusieurs jours. J'en ai parlé à Camille à mots couverts. Et elle a suggéré que même si je ne liquidais pas mes parts, je pourrais prendre un congé pour éducation des enfants. Pas besoin que tu vendes tes parts de l'entreprise. Éloigne-toi simplement pendant un certain temps. Nous te garderons ta place. A-t-elle dit. Mais alors, tu devrais tout prendre en charge toute seule. Ai-je répondu. Camille a souri en minimisant la chose. Ne t'inquiète pas. D'une manière ou d'une autre, nous nous en sortirons. Je peux tenir quelques mois sans toi. Quand le petit grandira un peu, tu reviendras. Bien que je lui ai été extrêmement reconnaissante pour ses mots, je ressentais toujours un poids sur le cœur. Je sentais que si je restais à moitié engagée, je ne pourrais me concentrer pleinement, ni sur mon fils, ni sur Camille. Mais le jour où Lucas est tombé malade et n'a pas pu aller à l'école, il s'est accroché à moi et m'a supplié en pleurant. « Maman, tu ne peux pas ne pas aller travailler juste pour aujourd'hui ?» À ce moment-là, j'ai compris que je ne pouvais pas continuer ainsi à moitié. Ma mère, remarquant mon angoisse, se culpabilisait en disant « Est-ce que je ne m'occupe pas bien de lui ?» Et l'entendre me brisait l'âme. Je suis allée au bureau pour la dernière fois pour récupérer mes affaires. Pendant que je mettais dans une boîte l'un des bols en bois que nous avions vendus au début, je me suis souvenue de ces temps-là. Et j'ai pleuré pendant un long moment. Les employés avec lesquels j'avais travaillé m'ont dit au revoir un par un.
me prenant la main et me disant à quel point j'avais travaillé dur. Quand j'ai pris ma dernière boîte et franchi la porte du bureau, je ne pouvais plus faire un pas, et je suis restée là, figée. Un bon moment. Finalement, j'ai décidé de quitter l'entreprise pour me concentrer sur mon fils. J'ai liquidé mes parts avec Camille. En m'ajustant à la situation financière de l'entreprise à ce moment-là, et j'ai reçu le paiement correspondant, j'ai renoncé complètement à la place que j'avais construite pendant si longtemps. Avec le recul, j'aurais pu me retirer seulement de la gestion. Mais à l'époque, je croyais que je devais renoncer à tout pour ma famille. Camille m'a pris la main pour me consoler et m'a dit « C'est bien. Hélène, les enfants passent en premier. Quand tu auras plus de temps, nous en reparlerons. » Mon mari m'a aussi dit « Aujourd'hui, tu es sa mère. Le travail, tu pourras le reprendre plus tard. Mais l'enfance des enfants ne revient pas. Quand ils grandiront, je t'aiderai pour que tu puisses recommencer à travailler. » C'est ainsi que j'ai quitté l'entreprise complètement et que je suis devenue mère au foyer à plein temps. Le temps a passé. Lucas est entré à l'école primaire et notre deuxième enfant, Léa, est née et grandissait saine et forte. Pendant ces années de pause professionnelle, Lucas est arrivé en CM1 et Léa venait de commencer le CP. Pendant ce temps, mon mari a été promu de chef de chantier à directeur de travaux. Je vivais mes journées comme une femme au foyer normal d'une quarantaine d'années. C'était le début du printemps. Lucas avait commencé une nouvelle année scolaire et Léa était à l'école depuis peu. Au milieu de cette vie tranquille, un jour, mon mari a été transféré sur un chantier dans une autre région. C'était la construction d'un grand centre logistique dans la banlieue de Lyon. Et c'était un projet si important qu'il durait au moins 2 ans. Je tenais pour acquis que nous devions tous déménager ensemble. Ma conviction était que la famille devait rester unie, quoi qu'il arrive. Cependant, mon mari avait une idée complètement différente. Toi et les enfants. Restez-y. Ce n'est pas la peine que nous déménagions tous. J'étais stupéfaite et je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu dis? Tu comptes partir tout seul à Lyon, mon mari ?» Comme s'il avait déjà pris sa décision, a dit calmement « C'est seulement moi qui vais travailler sur le chantier. Il n'y a aucune raison que toute la famille déménage. De plus, Lucas se sent très bien avec ses amis à l'école. Un déménagement soudain serait dur pour lui. » Ma tête était un chaos. Ce que disait mon mari avait du sens, mais une partie de moi se sentait mal à l'aise. Finalement, j'ai demandé conseil à mon ami. « Camille, Julien dit qu'il va partir seul à Lyon. Qu'en penses-tu » Mon ami y a réfléchi un instant et a répondu « Sincèrement, je crois que Julien a raison. En pensant à l'éducation des enfants, c'est être mieux de maintenir l'environnement actuel. » Camille a ajouté « De nos jours, il y a énormément de gens qui vivent comme des couples du week-end. Si tu tiens le coup un peu, ce sera aussi un soutien pour lui. » C'est ainsi que j'ai accepté la décision de mon mari et nous avons commencé notre vie de couple du week-end. Au début, Lucas a été triste d'apprendre que son père partait loin. Mais il s'est un peu calmé quand nous lui avons dit qu'il pourrait le voir tous les week-ends. Lucas a demandé avec un visage inquiet. « Alors, papa viendra tous les week-ends ?» Je lui ai caressé la tête et j'ai répondu « Bien sûr. Il viendra toutes les semaines. » J'ai ainsi rassuré mon fils. Au fond de moi, les jours de semaine, sans mon mari m'effrayaient et me semblaient étranges. Mais j'essayais de ne pas le montrer devant les enfants. Les premiers mois, mon mari rentrait vraiment à la maison toutes les semaines. Cependant, avec le temps, ses visites ont commencé à s'espacer. Un week-end, il m'a appelé d'une voix désolée. « Cette semaine, ça va être impossible de monter. Nous sommes débordés avec les délais. Je suis désolée. La semaine suivante. » Il a trouvé une excuse similaire. Le dîner du chantier est tombé pile un samedi. La semaine prochaine, je viens sans faute. Une fois, pour l'anniversaire de Lucas. Il est arrivé si tard que nous avions déjà soufflé les bougies du gâteau lorsqu'il a ouvert la porte de la maison. J'étais blessée, mais je pensais que le poste de directeur de travaux était si exigeant. Avec le temps, nos appels téléphoniques ont également raccourci. Avant,
Nous parlions une demi-heure d'un peu de tout. Mais il est arrivé un point où de nombreuses conversations se terminaient par un « Tu as mangé ? Et les enfants ?» Je pensais que c'était aussi parce qu'il était très occupé par le travail sur le chantier. Une fois, j'ai remarqué un parfum étrange sur les vêtements de mon mari et je lui ai demandé « Qu'est-ce que c'est que cette odeur sur tes vêtements ? Tu as mis de l'eau de Cologne ?» Mon mari a balayé la question comme si de rien n'était. « Ah, c'est qu'ils ont mis un nouveau désodorisant dans le bureau du chantier. L'odeur a dû s'imprégner. Je n'y ai pas accordé plus d'importance. Il y a eu une fois où l'entreprise a organisé une rencontre pour les familles des employés mutés, et je suis descendue à Lyon avec les enfants. L'événement a eu lieu dans une salle de formation du bureau, loin de la zone de construction. Là, j'ai salué brièvement Sophie, une employée de l'équipe administrative du chantier qui s'occupait des budgets et de la paperasse. C'était une jeune femme qui semblait sympathique et efficace. Et elle s'est montrée particulièrement affectueuse avec Léa, lui prenant la main pour jouer avec elle et demandant même à Lucas des choses sur l'école. Quand mon mari est allé chercher un café, j'ai vu Sophie le lui donner en disant « Directeur, je sais que vous le prenez sans sucre. » Cela m'a semblé normal. J'ai pensé qu'en travaillant ensemble tous les jours, il était logique qu'ils aient cette familiarité. Quand cela faisait environ 6 mois que nous étions un couple du week-end, l'argent que mon mari m'envoyait pour les dépenses de la maison a commencé à diminuer. Il m'a appelé d'une voix peinée. Dans l'entreprise, ils ont réduit les coûts et ils ont baissé nos indemnités journalières et la prime de week-end. Je suis vraiment désolée. J'ai essayé de répondre calmement. Ne t'inquiète pas. En me serrant un peu la ceinture. On s'en sortira. Ne te tracasse pas. Mon mari a hésité un instant, puis a dit avec prudence. Mais il semble que cela va continuer ainsi pendant un certain temps. Ne pourrais-tu pas chercher un travail à temps plein ? Je n'ose pas te demander de retourner dans ton ancienne entreprise comme ça. Ce jour-là, j'ai commencé à chercher des offres d'emploi pour des femmes qui voulaient réintégrer le marché du travail. J'ai aussi fait part de ma situation à Camille avec prudence. Quelques jours plus tard, Camille m'a appelée. « Hélène, pourquoi ne reviendrais-tu pas travailler avec moi ? Faisons grandir l'entreprise ensemble à nouveau. » J'ai hésité et j'ai répondu. « Crois-tu que je pourrais bien le faire ? Ça fait des années que je ne travaille pas. J'ai dû perdre toute la pratique. » J'y ai réfléchi quelques jours de plus. J'avais peur de recommencer. Mais je savais aussi que je ne pouvais pas continuer ainsi. Mon amie, comme si elle avait lu dans mes pensées, m'a encouragée avec fermeté. Je sais parfaitement à quel point tu as travaillé dur. Cette compétence ne se perd pas comme ça. Ne t'inquiète pas. On va le faire ensemble. Les mots de Camille m'ont donné le courage dont j'avais besoin, comme l'argent manquait. J'ai accepté la proposition de Camille et je suis retournée dans l'entreprise. Camille m'a préparé un poste de directrice de la planification des produits pour que je puisse à nouveau m'occuper des fournisseurs et des marques avec lesquels j'avais déjà travaillé. De plus, elle m'a offert des horaires relativement flexibles. Le premier jour, en ouvrant la porte du bureau, je me suis sentie étrange après tant d'années. Mais en même temps, curieusement, j'ai ressenti une grande paix. Certains des anciens employés n'étaient plus là. Mais l'une de celles qui restaient m'a saluée avec joie. « Directrice Hélène, ça fait si longtemps. Comment allez-vous » Avec cette simple phrase, mes yeux se sont remplis de larmes. Ma belle-mère vivait dans un village à 1 heure de route de notre maison. Elle venait souvent nous rendre visite et la première chose qu'elle faisait, c'était d'ouvrir le réfrigérateur pour me gronder. « Mais enfin, combien de caprices tu achètes aux enfants ? Tu aimes tant gaspiller l'argent de mon fils ?» J'essayais de sourire et de lui répondre. « Belle maman, c'est moi qui l'ai fait à la maison et j'ai acheté les ingrédients en promotion au marché. » Ma belle-mère, sans m'écouter, me lançait à la figure. « Même si c'est toi qui le fais, les ingrédients coûtent de l'argent. J'ai entendu dire que tu as recommencé à travailler. Mais passer tes journées à regarder un ordinateur ne te fera pas gagner une fortune. N'est-ce pas ?» Ma belle-mère dévalorisait toujours mon travail et me comparait aux belles filles des autres familles. À chaque fois qu'elle le faisait, je me sentais frustrée.
Mais comme je savais que discuter ne servirait à rien, je ravalais ma colère. Ce Noël-là, quand je suis allée voir ma belle-mère seule avec les enfants sans mon mari, la situation a été similaire. Tu viens toute seule avec les enfants sans mon Julien. C'est ça que tu appelles souhaiter de bonnes fêtes. Quel manque de savoir-vivre. J'ai serré fort les mains de mes enfants. Et j'ai répondu prudemment. Julien n'a pas pu venir à cause du travail sur le chantier. J'ai pensé qu'il vaudrait mieux qu'au moins je vienne avec les enfants pour vous souhaiter de bonnes fêtes. Ma belle-mère, avec un visage réprobateur, m'a lâché. Tu n'es même pas capable de prendre soin de ton propre mari et en plus tu trouves des excuses. À chaque fois que j'entendais des choses pareilles, cela me blessait. Mais j'essayais de ne pas le montrer devant les enfants. C'est ainsi que je me suis adaptée petit à petit à ma nouvelle routine. Au début de l'hiver, cela faisait déjà 3 mois que je travaillais à nouveau dans l'entreprise. Et mon mari était à Lyon depuis près de 9 mois. Un jour, alors que je passais ma journée occupée comme d'habitude, j'ai reçu un appel urgent de ma belle-mère. « Hélène, un malheur est arrivé. Julien a eu un accident sur le chantier. Il l'emmène à l'hôpital et on dit que son état est grave. » Plus tard, j'ai appris que mon mari, après avoir commencé à travailler loin, avait mis le numéro de sa mère comme contact d'urgence secondaire. Car, avec les enfants, je ne pouvais souvent pas répondre au téléphone. C'est pourquoi, le jour de l'accident, comme l'entreprise n'avait pas pu me joindre, ils ont d'abord appelé ma belle-mère. J'ai ressenti une panique qui m'oppressait la poitrine. J'ai laissé les enfants à ma mère et j'ai couru vers l'hôpital. Ma belle-mère m'a dit qu'elle était partie presque 1 heure avant moi. Dès qu'elle avait reçu l'appel de l'entreprise, pendant les presque 2 heures de trajet jusqu'à Lyon, mes mains tremblaient sur le volant, et je luttais pour chasser toutes sortes de mauvaises pensées de ma tête. Je n'ai même pas pu allumer la radio. Je conduisais juste en fixant la route. Plus tard, on m'a raconté qu'une partie d'un échafaudage du chantier que supervisait mon mari s'était effondrée et que lui, qui se trouvait à proximité, était tombé avec la structure. Dans l'accident, un autre travailleur qui se trouvait dans la zone était également tombé et avait été gravement blessé. À ce moment-là, je n'avais d'autre choix que de croire cette version. Quand je suis arrivée à l'hôpital, mon mari était déjà au bloc opératoire. Ma belle-mère était assise sur une chaise devant la porte du bloc opératoire, pleurant sans arrêt. J'ai moi aussi dû lutter contre l'angoisse pendant des heures en faisant les 100 pas dans le couloir. Finalement, la porte du bloc s'est ouverte et le chirurgien s'est approché de nous. L'air grave, l'opération s'est bien passée. Cependant, la lésion à la colonne vertébrale est assez grave et il est très probable qu'il garde une paraplégie. Nous ne connaîtrons l'étendue exacte de la récupération que lorsque l'inflammation aura diminué et que nous verrons comment il évolue. En entendant ces mots, j'ai senti mes jambes se dérober et j'ai failli m'effondrer sur place. Mon mari a repris conscience quelques jours plus tard, mais il a dit qu'il ne sentait presque rien, ni ne pouvait bouger à partir de la taille. Quelques jours plus tard, après les résultats d'examens complémentaires, le médecin nous a pris à part, ma belle-mère et moi, et nous a expliqué à voix basse. Il semble qu'il s'agisse d'une lésion médulaire incomplète. Actuellement, il n'a pratiquement aucune sensibilité, ni force en dessous de la taille. Mais il y a une possibilité qu'il récupère certaines fonctions lorsque l'inflammation aura diminué et qu'il commencera la rééducation. Cependant, à ce stade, il est impossible de garantir jusqu'à quel point il se rétablira. On nous a dit que la majeure partie des frais d'opération et d'hospitalisation serait couverte par l'assurance accident du travail. Malgré le chaos, j'ai dû m'occuper de présenter les documents pour la demande d'arrêt de travail pour accident du travail auprès de la sécurité sociale. Avec l'aide du responsable de la mutuelle de l'entreprise, j'ai préparé le rapport médical, les documents familiaux et les consentements nécessaires. L'entreprise m'a fourni le rapport de l'accident et le certificat de travail. Plusieurs jours se sont écoulés parmi toute cette paperasse. L'employé de la mutuelle a ajouté « L'assurance couvre les frais d'une chambre standard et le traitement, mais la différence de prix pour une chambre supérieure, les repas de l'accompagnant et les autres dépenses personnelles sont à votre charge. En ce moment, il n'y a pas de chambre standard libre.
Vous devrez donc utiliser une chambre supérieure pendant quelques jours. Effectivement. Nous avons dû utiliser une chambre supérieure pendant une dizaine de jours. Et la différence de prix n'était pas négligeable. Une somme importante d'argent. À partir de ce jour-là, ma vie a complètement changé. Je n'oublie toujours pas la première nuit que nous avons passée dans une chambre normale après être sortis des soins intensifs. Mon mari, à cause des douleurs de l'opération et des analgésiques, ne parvenait pas à dormir profondément et gémissait constamment. Je me suis assise sur le lit d'accompagnant et je ne lui ai pas lâché la main de toute la nuit. Au petit matin, j'ai senti que mon mari, à moitié endormi, à me serrer légèrement la main. À ce moment-là, je me suis promis que je ferais n'importe quoi pour qu'il puisse à nouveau sourire comme avant. Oui. Mon mari a passé environ 3 semaines de traitement intensif à l'hôpital universitaire et a ensuite été transféré à l'hôpital de l'Espérance, un centre de rééducation situé à environ 20 minutes en voiture de la maison de ma belle-mère. Je suivais l'ambulance qui le transportait dans ma propre voiture, sans détourner le regard une seule seconde au cas où quelque chose se produirait. À l'époque, en raison des règles de contrôle des infections de l'hôpital, les visites des jeunes enfants étaient extrêmement restreintes. Donc pendant un certain temps, je n'ai pas pu amener mes enfants. Le jour où l'entraînement d'adaptation au fauteuil roulant a commencé à l'hôpital de rééducation, 2 kinésithérapeutes l'ont tenu de chaque côté pour le déplacer avec précaution. Au moment où il s'est assis, le visage de mon mari est devenu tout blanc. Suant à grosses gouttes, il a dit dans un gémissement : « J'ai des vertiges. J'ai l'impression que tout tourne. » On nous a expliqué qu'il s'agissait d'une chute de tension due au fait d'être resté couché si longtemps et d'avoir relevé le tronc soudainement. Quelques jours plus tard, ils ont également fait des tests de sensibilité dans les jambes. Le médecin, avec un instrument à pointe arrondie, lui touchait doucement différentes parties des pieds et des jambes en demandant : « Vous sentez quelque chose ici ? » Mon mari, fermant fort les yeux, répondait : « Non, je ne sens absolument rien. » Il semblait qu'à ce moment-là, il n'avait vraiment presque aucune sensibilité. Le kinésithérapeute mobilisait tous les jours les articulations de ses jambes qui s'enraidissaient et appliquait une thérapie d'électrostimulation. J'ai appris auprès des infirmières à le changer de position et à prévenir les escarres. Et les jours où je restais à l'hôpital, je l'aidais à changer de position. Une nuit, au milieu de cette vie de va-et-vient, entre l'hôpital et la maison, j'étais dans le salon de ma maison vide, en train d'organiser des papiers en retard. Quand j'ai regardé par la fenêtre, les enfants dormaient déjà et tout était silencieux. À ce moment-là, toute la tristesse que je n'avais pu montrer à personne m'a envahi d'un coup et j'ai pleuré en silence pendant un long moment. Le lendemain matin, je devrais me lever comme si de rien n'était. Réveiller les enfants et leur préparer le petit déjeuner. Avec le temps, mon mari a également commencé à s'entraîner pour passer du lit au fauteuil roulant, en utilisant la force du haut de son corps. Pendant la journée, il était généralement dans le fauteuil roulant pour faire l'aller-retour à la salle de kinésithérapie. Et la nuit, il retournait au lit pour se reposer. C'était sa routine quotidienne. Vers cette époque, l'équipe de prévention des risques professionnels et le responsable de la mutuelle de l'entreprise ont visité l'hôpital pour mener l'enquête. Au début, on envisageait la possibilité d'un défaut matériel de l'échafaudage et d'une possible erreur de construction de la part du sous-traitant. La responsabilité de l'accident n'était pas encore claire. Comme sur la fiche d'inspection que l'entreprise avait obtenue juste après l'accident, il était écrit « sans anomalie ». Personne n'a blâmé mon mari. Les membres de l'équipe de prévention des risques ont examiné des documents, vérifié certaines choses. Après avoir observé l'état de mon mari, lui ont demandé avec prudence : « Directeur, avez-vous vérifié l'état de l'échafaudage le jour de l'accident ?» Mon mari, évitant leur regard, a répondu faiblement : « Je ne me souviens pas très bien de la situation de ce jour-là. J'étais très étourdi. » À ce moment-là, j'ai cru que sa mémoire était vraiment floue à cause du choc. Sophie, de l'équipe administrative du chantier, qui se chargeait de la communication avec le responsable de la mutuelle de l'entreprise, venait souvent à l'hôpital sous prétexte de remettre des documents nécessaires.
la première fois qu'elle est venue rendre visite, elle m'a simplement semblé être une collègue de travail très consciencieuse. Elle venait toujours bien habillée, avec un petit panier de fruits. Et chaque fois que mon mari se décourageait, elle l'encourageait en disant « Directeur, vous n'êtes pas du genre à abandonner si facilement. Courage !» En la voyant, je me disais quelle chance il avait d'avoir une collègue si attentionnée au travail. Sophie s'adressait à moi d'une voix joyeuse. « Madame, je vous ai apporté les papiers de l'arrêt maladie, pour que le directeur n'ait pas à s'en inquiéter. Dites-lui de ne pas s'en faire pour le travail et de se concentrer uniquement sur sa guérison. » And la nuit, mon mari pleurait souvent. Une nuit, je me suis réveillée en l'entendant sangloter sous les draps. Alors que je pensais qu'il dormait, il murmurait d'une voix tremblante. « Je ne sais pas ce que je vais faire maintenant. Pour vivre comme ça, je préférerais. » Effrayée, je l'ai serré dans mes bras et je lui ai dit rapidement « Ne dis pas ça. Pense à nos enfants. Sans toi, ni moi ni les enfants ne pourrions le supporter. » Je l'ai serré fort. Et nous avons pleuré ensemble toute la nuit. Avec le recul, je crois que son désespoir à ce moment-là était réel. Les appels vidéo avec les enfants n'étaient pas faciles non plus. Léa, dès qu'elle voyait le visage de son père à l'écran, fondait en larmes, ce qui nous obligeait souvent à couper l'appel immédiatement. Lucas, au contraire, qui ne savait pas quoi dire, et regardait l'écran en silence, jusqu'à ce que nous raccrochions. Léa demandait à l'écran en faisant la moue. « Papa, quand est-ce que tu rentres à la maison ?» Mon mari, forçant une voix enjouée, la consolait. « Papa va guérir très bientôt. Attends un petit peu, d'accord ?» À chaque fois qu'ils avaient ces conversations, j'essayais de garder une expression joyeuse. Mais mon cœur était toujours lourd. Lucas était un garçon qui m'observait attentivement. Un jour, en rentrant de l'hôpital, je me suis allongée sur la table de la salle à manger, sans même prendre de douche. Mon fils Lucas s'est approché et m'a tapoté le dos avec sa petite main. « Maman, tu es fatiguée, n'est-ce pas? Je vais donner à dîner à Léa. » Anthony, ma belle-mère, au début, semblait également se sentir sincèrement coupable. Une nuit, pendant que mon mari dormait, je l'ai vue par hasard dans le couloir, devant la chambre, appuyée contre le mur et essuyant ses larmes. « Belle maman, vous allez bien, ma belle-mère ?» S'essuyant les yeux, a dit d'une voix tremblante. « Non. Comment pourrais-je aller bien avec mon fils dans cet état ? Hélène, je suis vraiment désolée d'avoir été si dure avec toi tout ce temps. À partir de maintenant, je t'aiderai aussi du mieux que je pourrai. » En l'écoutant, j'ai pensé que ma belle-mère n'était, après tout, qu'une mère inquiète pour son fils, et mon cœur s'est un peu adouci. Cette promesse n'a pas duré longtemps. Peu avant sa sortie de l'hôpital de rééducation, grâce à la compréhension de l'hôpital, nous avons pu amener les enfants pour une courte visite. Ce jour-là, Léa s'est mise à pleurer dès qu'elle est arrivée à la porte de la chambre. Ed Lucas, essayant de se montrer fort, a serré fort la main de son père. « Papa, j'ai eu une récompense à l'école. » Mon mari a souri faiblement et a répondu. « Eh bien, quel champion est mon fils ?» Ce fut une courte rencontre. Mais cette nuit-là, les enfants ont dormi avec une expression de paix qu'ils n'avaient pas eue depuis longtemps. Cela faisait environ 4 mois depuis l'accident. Après avoir passé 3 semaines à l'hôpital universitaire, il avait été transféré dans un hôpital de rééducation pour poursuivre son traitement. C'est alors que ma belle-mère m'a appelée pour me parler sérieusement. « Hélène, je crois que ça n'a plus de sens de rester à l'hôpital. Julien se sentira plus à l'aise si nous prenons soin de lui à la maison, en famille. En plus, entre les frais de transport pour les allers-retours, les repas de l'accompagnant, les traitements de rééducation en dehors de l'hôpital, ne serait-ce pas mieux pour tout le monde que nous l'amenions à la maison et que je m'occupe de lui directement ? J'ai exprimé mon désaccord avec prudence. Mais ne devrait-il pas continuer la rééducation à l'hôpital ? Ma belle-mère m'a coupé fermement. « Tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez. »
à l'hôpital. Il ne reçoit de traitement qu'à des heures fixes. Mais à la maison. La famille peut être avec lui toute la journée. Julien sera aussi beaucoup plus tranquille. Le médecin avait recommandé de poursuivre le traitement hospitalier un peu plus longtemps. Mais mon mari a également insisté sur le fait qu'il en avait marre de la vie à l'hôpital et qu'il voulait faire sa rééducation à domicile. Ma belle-mère a promis à maintes reprises qu'elle serait à ses côtés 24 heures sur 24 pour s'occuper de lui. De plus, comme il avait déjà développé suffisamment de force dans le tronc pour passer au fauteuil roulant par lui-même, et que nous pouvions compléter par de la kinésithérapie à domicile, les médecins ont considéré qu'il n'y aurait pas de problème majeur. Nous avons également convenu qu'il irait régulièrement aux consultations de suivi en rééducation. Finalement, j'ai accepté la proposition, équiper la maison avec un lit médicalisé, un matelas anti-escarres, des toilettes portables, une chaise de douche, une rampe pour le fauteuil roulant et une planche de transfert, a coûté une somme d'argent considérable. Pour couvrir ses frais, j'ai dû consacrer encore plus de temps à mon travail dans l'entreprise et recommencer à laisser souvent les enfants à ma mère. Ma mère, sans se plaindre une seule fois, s'est chargée de les emmener et de les chercher à l'école. Et parfois, quand elle me voyait très épuisée, elle venait à la maison avec un bouillon maison qu'elle avait préparé. Elle me tapotait le dos et me disait « Ma fille, ne te surmène pas. Si tu tombes malade, rien de tout ça n'en aura valu la peine. » Face à ces mots, j'ai dû ravaler mes larmes à plusieurs reprises. En y repensant. Ce qui m'a fait tenir debout à cette époque, c'est le soutien inconditionnel de ma mère. 3 mois supplémentaires se sont écoulés depuis que mon mari avait emménagé chez ma belle-mère. Au début, les chambres sentaient les produits médicaux bizarres. Et ma belle-mère, avec maladresse, se chargeait de la nourriture et des médicaments de mon mari. En rencontrant des difficultés, elle a insisté sur le fait qu'elle se chargerait de l'emmener aux consultations de rééducation et que je n'avais pas besoin d'y aller. Plus tard, elle a commencé à me donner des excuses. Comme quoi le rendez-vous avait été changé ou que le médecin avait dit que si son état était similaire, il pouvait y aller le mois suivant. Comme ma belle-mère s'offrait pour s'occuper de prendre les rendez-vous et de payer, chaque fois que je recevais une photo des reçus qu'elle m'envoyait, avec des concepts légèrement modifiés pour des séances de thérapie et du matériel, je lui transférais de l'argent pour la rééducation, le matériel médical et les soins. Accablé par le travail et les enfants, il ne m'est jamais venu à l'esprit d'examiner les reçus en détail. Je voulais aller le voir tous les week-ends, mais ma belle-mère m'en empêchait souvent, disant que mon mari était fatigué. Donc, en réalité, je ne pouvais le voir que 2 ou 3 fois par mois. Parfois, ma belle-mère m'appelait pour me raconter des choses. Comme le fait que Julien était sorti dans la cour en fauteuil roulant ou que le kinésithérapeute à domicile lui avait fait faire beaucoup d'exercices de tronc. À chaque fois que j'y allais, mon mari était déjà assis dans le fauteuil, roulant avec une couverture sur les jambes. Une fois, j'ai essayé de faire une visite surprise. Mais ma belle-mère s'y est opposée de toutes ses forces. Ne viens pas aujourd'hui. Julien est très fatigué après la rééducation. J'ai insisté, alors je ne vois que son visage un instant et je pars. Ma belle-mère, d'une voix pressée, m'en a de nouveau empêché. Non. Vraiment. Aujourd'hui n'est pas un bon jour. Viens un autre jour. À ce moment-là, j'ai pensé qu'elle était simplement une mère excessivement protectrice et je n'y ai pas accordé plus d'importance. Ma belle-mère repoussait constamment les visites des enfants avec des excuses, disant qu'il était dangereux qu'ils courent et cognent le fauteuil roulant, ou que mon mari ne voulait pas que ses enfants le voient dans cet état lamentable. Quand les enfants demandaient à faire un appel vidéo, il y avait de plus en plus de jours où ma belle-mère répondait à sa place en disant qu'il dormait déjà. Une fois, j'ai essayé de lui faire un appel vidéo moi-même, mais ma belle-mère m'a empêché d'allumer la caméra, disant que la chambre était en désordre. À la place, mon mari a pris le téléphone, respirant avec difficulté. « Chérie, je suis un peu fatiguée maintenant. Je viens de terminer la rééducation. » J'ai essayé d'appeler le centre de kinésithérapie qui figurait sur les reçus pour demander des nouvelles récentes de mon mari. Mais on m'a seulement répondu
qu'il ne pouvait pas me donner d'informations détaillées sur le dossier médical sans le consentement et l'identification du patient. Après avoir raccroché, je suis restée un moment avec mon téléphone à la main. Je sentais que quelque chose n'allait pas, mais je n'arrivais pas à identifier quoi. Et cela me frustrait. Leur père manquait aux enfants, surtout à Léa, qui s'endormait chaque nuit en serrant une photo de lui dans ses bras. Une fois, dans son sommeil, je l'ai entendu dire « Je veux jouer avec papa ». Un jour, Léa s'est accrochée à moi et m'a supplié « Maman, quand pourrons-nous revoir papa ?» Je l'ai consolée et je lui ai promis « Maman t'y emmènera le week-end prochain sans faute ». Bien que je le lui ai dit par peur de la réaction de ma belle-mère, j'ai repoussé la promesse plusieurs fois. Finalement, Léa a éclaté en sanglots et s'est cramponnée à moi. « Maman, tu dis toujours la prochaine fois. La prochaine fois. Et tu ne le fais jamais. Je veux tenir la main de papa. » En l'entendant, j'ai réalisé que je ne pouvais plus le repousser. Cet après-midi-là, j'ai appelé ma belle-mère et je lui ai dit que j'amènerais les enfants ce week-end-là. Mais sa réaction fut différente de ce que j'attendais. « Vraiment? Tu dois amener les enfants? Sincèrement, je ne sais pas si c'est une bonne chose qu'ils voient leur père dépendant d'un fauteuil roulant. » Je n'ai pas reculé et je lui ai dit « Belle maman, les enfants souffrent énormément de ne pas pouvoir voir leur père. Léa pleure même toutes les nuits, en disant qu'il lui manque. » Ma belle-mère est restée silencieuse un long moment, puis a soupiré et, à contre-cœur, a accepté. Le week-end. À un mois des vacances d'été. J'ai emmené les enfants chez ma belle-mère, où mon mari logeait. En entrant dans la chambre, il était assis dans le fauteuil roulant, avec une couverture sur les jambes, et il nous a adressé un faible sourire. Léa a crié de joie. « Papa ?» Elle s'est approchée et, posant la main sur le genou de son père, a demandé « Papa, tu sens quelque chose ici ?» Le bord de la couverture a légèrement bougé. C'était un mouvement si subtil que moi-même je n'étais pas sûre si ça avait été une hallucination. Mon mari a baissé les yeux et a répondu « Je ne sens rien. Je suis désolée. » Les enfants à ses côtés lui racontaient avec animation des choses de l'école. Léa a dit qu'elle avait une vidéo d'elle en train de courir lors de la journée sportive de l'école et a sorti son téléphone portable pour la montrer à son père. « Regarde. Papa. J'ai gagné. » Mon mari a souri en plissant les yeux. « Waouh! Comme ma petite fille a bien fait ça. » Mais peu de temps après, il a commencé à se montrer fatigué. « Désolé. Je suis particulièrement fatiguée aujourd'hui. Je crois que j'ai besoin de m'allonger un moment. » Léa, pressée, a posé son téléphone n'importe comment sur la table de chevet et s'est éloignée de son père. Ma belle-mère, comme si elle l'attendait, s'est approchée pour aider mon mari à passer au lit et a dit « Julien a fait beaucoup de rééducation aujourd'hui. Et il sera plus fatigué que d'habitude. Si les enfants restent trop longtemps, il va s'épuiser davantage. Il vaudrait mieux que vous partiez déjà. » Léa s'est accrochée à moi, le visage déçu. « Maman, on ne peut pas rester un petit peu plus? Je veux jouer plus avec papa. » Je lui ai pris la main et je l'ai consolée. « Léa, moi aussi je veux rester plus longtemps avec papa. Mais pour qu'il guérisse vite, on doit parfois être patient et attendre un peu. La prochaine fois, on le verra mieux. D'accord ?» Les enfants ont hoché la tête à contre-cœur et sont sortis de la chambre à regret. Ma belle-mère avait déjà la porte d'entrée grande ouverte. Je dois rester avec Julien. Donc je ne vous raccompagne pas. Faites attention en rentrant. Les yeux des enfants étaient gonflés à force d'avoir pleuré. J'ai eu tellement de peine que j'ai pensé à leur acheter une glace au magasin du coin. Mais au moment de monter dans la voiture, Léa s'est soudainement mise à chercher dans son petit sac avec un visage inquiet. « Maman ?» Je n'ai pas mon téléphone. Je crois que je l'ai laissé sur la table de chevet de papa quand je le lui ai montré. Je me suis alarmée et je lui ai dit « Oh là là, quelle galère. On y retourne vite pour le chercher. » Léa a pris les devants et a dit « Maman, you weiß. Je connais le chemin jusqu'à la chambre. » Juste à ce moment-là,
Ma belle-mère était sortie avec le sac poubelle vers le point de collecte au bout de la rue. Comme la maison était petite et qu'il n'y avait que quelques pas de la porte à la chambre, avant que je puisse dire « J'y vais pour le chercher », Léa s'était déjà faufilée par la porte. J'ai attendu avec Lucas près de la voiture, haine irrépensante. Je crois que l'excuse du téléphone n'était qu'un prétexte pour voir son père 1 minute de plus. Un instant plus tard, Léa est sortie en courant les mains vides. Le visage de la petite fille qui était entrée chercher son téléphone était pâle. « Maman, viens ici. Je te le dis à l'oreille. » Son expression était si sérieuse que je me suis accroupie à côté d'elle. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Léa a chuchoté d'une voix effrayée. Papa marchait sans le fauteuil roulant. J'ai senti mon cœur s'arrêter et j'ai redemandé « Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Léa a continué à m'expliquer précipitamment. La porte était un peu entr'ouverte. Alors j'allais entrer tout simplement. Mais à l'intérieur, papa était debout. Le fauteuil roulant était dans un coin. Et il était debout à côté, en marchant de long, en large pendant qu'il parlait au téléphone. Il a dit « Allô ». Il n'y a personne maintenant. J'arrive tout de suite. Vraiment. À ce moment-là, j'ai ressenti des frissons. Ce ton de voix ressemblait beaucoup à celui que mon mari utilisait souvent lorsque nous sortions, un ton légèrement enjoué. Pendant un instant, j'ai pensé à attendre dans la voiture. Mais je ne voulais pas que Lucas voie aussi cette scène, ni que Léa revive ce choc. De plus, ma belle-mère était sur le point de revenir, et nous ne pouvions pas nous attarder davantage. Il était probablement en train de parler au téléphone, pensant que j'étais déjà partie. Ce jour-là, ma priorité était de ramener les enfants sains et saufs à la maison. Avant que je ne puisse entendre toute l'histoire de ma fille devant la maison, nous avons croisé ma belle-mère, qui revenait d'avoir jeté les poubelles. « Vous n'êtes toujours pas parti ? Allez, partez maintenant. » Agissant comme si de rien n'était, j'ai improvisé une excuse. « Oui, belle-maman. » Je consolais un peu les enfants. Quand ma belle-mère est rentrée dans la maison, j'ai chuchoté à Léa. « Léa, je ne dis pas que tu as mal vu. Mais s'il te plaît, ne dis rien à papa ni à grand-mère avant que maman ne le vérifie d'abord. D'accord ?» Léa a hoché la tête et a répondu « D'accord », sur le chemin du retour. Ma tête était un tourbillon. Lucas, qui avait entendu sa sœur, a secoué la tête. C'est sûr que Léa a mal vu. Elle s'imagine toujours des choses. Je voulais aussi y croire. Mais les jours ont passé, et ces mots ne sortaient pas de ma tête. J'ai posé la question à Léa plusieurs fois. Mais elle répondait toujours la même chose. Une fois, elle m'a même dessiné sur un papier où se tenait son père et dans quelle direction il avait marché. J'ai essayé d'appeler mon mari pour le tâter le terrain. « Comment te sens-tu ces derniers temps ?» Il a répondu d'une voix faible. « Eh bien, moyen. Aujourd'hui aussi je suis un peu fatiguée après la rééducation. » À l'autre bout du fil, j'entendais sa respiration haletante. Mais je ne savais pas si c'était vraiment à cause de la rééducation. Et ça me frustrait. Une fois, j'ai sorti le dessin qu'avait fait Léa et je l'ai montré à Lucas. « Regarde, c'est Léa qui l'a dessiné. Elle dit que papa était debout ici. » Lucas a regardé le dessin pendant un long moment, puis a dit d'une voix plus douce. « Le dessin, il a l'air vrai. » J'avais honte de mes propres soupçons, et je n'osais même pas en parler à Camille. À plusieurs reprises, j'ai été sur le point de laisser couler. Mais j'ai finalement décidé que je devais le vérifier par moi-même. J'ai appelé ma belle-mère et je lui ai dit exprès que j'irais leur rendre visite le mercredi suivant. Mais elle, avec une insistance inhabituelle, m'a dit qu'il avait de la rééducation ce jour-là et de ne pas venir. Le mercredi coïncide juste avec l'heure de la rééducation, et ça va être le bazar. Tu ne peux pas venir un autre jour ? Que ma belle-mère s'y oppose avec autant de véhémence m'a rendue encore plus soupçonneuse. Cette nuit-là, je pouvais à peine dormir. Si mon mari avait vraiment guéri et me le cachait, je ne savais pas comment je pourrais le regarder en face. 2 jours plus tard, j'ai rappelé ma belle-mère et je lui ai dit que j'avais un voyage d'affaires inattendu cette semaine-là
et que je ne pourrais pas aller les voir pendant un certain temps. J'ai laissé les enfants avec ma mère. J'ai raconté la situation à Camille, et j'ai pris un jour de congé. À tout hasard, j'ai partagé ma position en temps réel avec Camille ce jour-là, et j'ai pris une batterie externe pour mon téléphone portable. Pour ne pas être repérée par ma belle-mère, j'ai loué la voiture la plus discrète que j'ai pu trouver dans une agence voisine. J'ai garé la voiture de sorte que l'avant soit dirigé vers la porte d'entrée et les marches du porche, et je me suis assise à la place du conducteur, en attendant en silence. Environ 1 heure s'est écoulée. La porte d'entrée, qui avait été hermétiquement fermée, s'est ouverte, et mon mari est sorti. Marchant sur ses 2 pieds, les premiers pas étaient un peu raides. Mais il a tout de suite descendu les marches d'un pas ferme, sans même se tenir à la rampe. Déjà, ça seul, c'était difficile à croire. Mais en plus, il est monté à la place du conducteur d'une voiture garée devant la maison, et il est parti en conduisant lui-même. Toute la scène a été enregistrée par la caméra embarquée de la voiture de location. Je suis restée immobile, agrippée au volant. Les paumes de mes mains étaient moites, et mon cœur battait à tout rompre. À ce moment-là, j'ai confirmé de mes propres yeux que ce que Léa m'avait raconté était vrai. Mon mari a marché jusqu'à un parking public à 2 pâtés de maison. Il est monté à la place du conducteur d'une voiture que je n'avais jamais vue, et il est parti. J'ai aussi enregistré cette scène avec mon téléphone, et je l'ai suivi prudemment. J'ai failli le perdre à un feu rouge. Mais heureusement, je l'ai retrouvé au suivant. Après avoir conduit environ 20 minutes, il est entré dans le parking souterrain d'un appart-hôtel en banlieue. Je me suis garée rapidement dans une rue voisine, et je l'ai suivi à pied par l'entrée piétonne de l'immeuble. Pendant un instant, j'ai failli le perdre dans le parking sombre. Mais j'ai couru en regardant autour de moi et, par chance, j'ai vu son dos devant un ascenseur et je me suis dépêchée de le suivre. Mon mari est monté dans l'ascenseur d'un pas familier. Pendant que j'attendais l'ascenseur d'à côté, j'ai envoyé un message à Camille. Julien marche. Je l'ai suivi jusqu'à un appart-hôtel. J'ai vu que le chiffre sur l'indicateur extérieur de l'ascenseur s'arrêtait au 12e étage. J'ai pris l'ascenseur d'à côté. Je suis descendue au 11e étage et j'ai monté le dernier palier par les escaliers. Pendant que je montais, mes jambes tremblaient. Mon mari s'est arrêté devant une porte, a sonné, et une femme lui a ouvert et l'a accueilli avec joie. Dès qu'elle l'a vu, la femme s'est pendue à son bras et l'a fait entrer. Au moment où j'ai reconnu son visage, j'ai senti que je me figeais. C'était Sophie, l'employée de l'équipe administrative avec qui j'avais brièvement discuté lors de la rencontre familiale de l'entreprise. À l'instant où la porte s'est ouverte, j'ai senti une odeur qui était exactement le même parfum étrange que j'avais remarqué sur les vêtements de mon mari, juste avant que la porte ne se ferme. J'ai sorti mon téléphone, comme j'ai pu, et j'ai filmé la scène en vidéo. Ma main tremblait tellement que l'image bougeait. Mais le visage de mon mari, celui de la femme et l'image des deux, entrant ensemble bras dessus, bras dessous, ont été enregistrés clairement. J'ai cru que j'allais m'effondrer sur place. Mais j'ai serré les dents et j'ai tenu bon. Caché derrière la porte de la sortie de secours, les dernières années ont défilé dans ma tête comme un éclair. J'avais une envie irrépressible de défoncer la porte et d'entrer. Mais j'ai pensé que je devais d'abord rassembler plus de preuves. J'ai attendu encore 1h30, attentive au moindre bruit, venant de la porte, puis j'ai entendu la porte du couloir s'ouvrir à nouveau, et ils sont sortis tous les deux ensemble. Mon mari a passé son bras autour de la taille de Sophie et l'a embrassée avec des mains tremblantes. J'ai aussi enregistré cette scène, incapable de me retenir davantage. Je suis sortie en courant. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Mon mari a sursauté et a reculé. Effrayé. Sophie, qui est sortie derrière lui, a également crié. « Hélène, ce n'est pas. » J'ai hurlé, rempli de colère. « Ce n'est pas quoi? Qu'est-ce que tu disais? Que tu étais paraplégique? Que tu ne pouvais pas marcher? Et qu'est-ce que c'est que ça ?» J'avais envie de le gifler. Mais au lieu de cela, je l'ai pointé avec la caméra de mon téléphone et j'ai bloqué la sortie. Ma voix tremblait.
Mais je ne me suis pas retenue, et je lui ai lancé. Tu as une idée à quel point moi et les enfants avons été inquiets tout ce temps? Tu sais à quel point j'ai dû travailler pour payer les factures de l'hôpital et les soins? La tête baissée, a réussi à peine à dire « Je suis désolée. Je t'expliquerai tout. » Quand certains voisins ont ouvert leurs portes pour regarder depuis le bout du couloir, mon mari a dit précipitamment « S'il te plaît, passe ici. Parlons dans un endroit où personne ne nous verra. » And on-side, nous nous sommes déplacés dans un espace de repos ouvert dans le hall, à la vue des caméras de sécurité. Pendant le court trajet, mes jambes tremblaient et ma tête était un chaos. J'ai envoyé un message à Camille. Je suis en train de leur parler dans le hall. Si je ne réponds pas, appelle-moi tout de suite. J'ai regardé mon mari droit dans les yeux et je lui ai dit « Explique-moi tout de suite ce qui se passe. » Mon mari a hésité un long moment, puis a fini par parler. J'ai retrouvé un peu de force dans les jambes. « Depuis quand ?» Il a répondu d'une voix à peine audible. « Depuis quelques mois. » Sa réponse m'a laissée stupéfaite et j'ai haussé le ton. « Depuis des mois. Et tu ne m'as pas dit un mot. Pendant que j'envoyais de l'argent à ta mère chaque mois en réduisant sur la nourriture des enfants et sur mes propres dépenses pour payer tes soins. » Mon mari n'a pas répondu. Il évitait seulement mon regard. Soudain, je me suis souvenu de quelque chose et j'ai demandé à nouveau. « Au fait, quand tu étais à Lyon depuis 6 mois, c'était aussi un mensonge le fait que l'entreprise t'avait réduit tes indemnités journalières ?» Mon mari a baissé la tête. Les indemnités étaient toujours les mêmes. J'ai commencé à dépenser beaucoup d'argent avec Sophie. Alors j'ai réduit l'argent que je t'envoyais. Mais dis-le. Comme mon mari ne disait rien de plus, Sophie est intervenue, indignée. Moi non plus je ne savais pas que le directeur allait guérir si vite. Je le visitais seulement à l'hôpital. C'est tout. C'est simplement arrivé. Je suis restée sans voix et je lui ai répondu. C'est simplement arrivé? Je viens de vous voir enlacer et vous embrasser. Tu me dis que c'est simplement arrivé? J'ai sorti mon téléphone et j'ai lancé la vidéo du baiser. Sophie est restée muette et est devenue rouge comme une tomate. Soudain, elle a changé d'attitude et a crié. Eh bien, oui, je vais le dire. Nous avons commencé à sortir ensemble 3 mois après son déménagement à Lyon. Nous nous étions déjà vus plusieurs fois avant l'accident. Nous ne nous sommes pas rapprochés pendant les visites à l'hôpital. Le visage de mon mari est devenu blanc. « Sophie, qu'est-ce que tu dis ?» Sophie lui a répondu sans céder. « Pourquoi devrais-je couler toute seule? C'est toi qui as ignoré le rapport pour arrêter les travaux. Pourquoi tu m'entraînes avec toi maintenant? Le jour de l'accident, c'est parce que tu t'es laissé distraire en parlant avec moi au téléphone. Mon seul péché a été cet appel. En entendant cela, je me suis sentie comme si on m'avait frappé derrière la nuque. J'ai pensé que je ne pouvais pas rater un seul détail de ce qu'il dirait à partir de ce moment-là. Faisant semblant d'éteindre l'écran, j'ai activé l'enregistreur vocal et j'ai posé le téléphone face vers le bas sur la table. J'ai de nouveau demandé à mon mari. « Alors, cet accident, tu aurais pu l'éviter ?» Mon mari a gardé le silence un bon moment, et finalement, comme s'il s'effondrait, a baissé la tête. Le responsable de la sécurité a recommandé d'arrêter les travaux, mais la décision finale, c'est moi qui l'ai prise pour ne pas retarder les délais. Sophie est intervenue avec un reniflement. « Tu as juste pris la décision? C'est toi-même qui as effacé cette phrase et l'as changée en sans anomalise avant de l'envoyer au siège. J'étais à l'administration en train de rassembler les documents pour le siège, et j'ai vu ce rapport final de mes propres yeux. Arlena. Je l'ai regardé avec indignation et je lui ai lancé. Tu as dit que tu ne te souvenais de rien du jour de l'accident. Mon mari, la tête baissée, a admis. Ça aussi. C'était un mensonge. Je l'ai dit par peur que l'on découvre que je n'avais pas inspecté le chantier correctement. Parce que j'étais au téléphone avec Sophie à l'heure où je devais le faire. En fait, je ne suis même pas tombée en inspectant le chantier. J'ai été pris dans l'effondrement alors que je revenais après avoir terminé l'appel. J'ai pris une grande inspiration et j'ai demandé. « Et c'est pour ça que tu as simulé la paraplégie ?»
Mon mari a continué avec difficulté. Au début, c'était vrai. Je ne pouvais vraiment pas marcher. Les médecins savaient que la force musculaire revenait peu à peu à mesure que l'inflammation diminuait, mais personne ne s'attendait à ce que je puisse remarcher de manière autonome. Un jour, peu avant qu'on ne me donne l'autorisation de sortie, Sophie est restée dans la chambre jusqu'à tard. Sous prétexte d'apporter des papiers, Ed Shirley, devant elle. Pour la première fois, j'ai réussi à me mettre debout tout seul en m'agrippant à la barrière du lit. Sophie a ajouté à voix basse. À ce moment-là, il m'a demandé de garder le secret en disant qu'il ne voulait pas donner de faux espoirs à sa famille pour ensuite les décevoir. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'il guérissait vraiment. Sincèrement, moi aussi j'ai fait l'idiote par peur que s'il révélait sa guérison, il ne retourne avec sa famille. Jenna, mon mari a continué. Quand j'ai emménagé à la maison, la force dans les jambes est revenue encore plus vite. Le premier mois, je pouvais seulement faire quelques pas en m'appuyant sur les murs et les meubles. Le deuxième mois, je marchais dans la chambre sans aide. Et au troisième, je pouvais déjà descendre de courts escaliers avec précaution. Mais si je disais que j'étais guérie, il commencerait les évaluations pour la fin de l'arrêt maladie et la réintégration au travail. Et je ne pourrais plus éviter l'enquête sur l'accident et les sanctions possibles, comme je continuais de toucher les indemnités de l'arrêt de travail et que tu m'envoyais ponctuellement l'argent pour les traitements et les soins. J'ai pensé qu'il n'y avait pas d'urgence. Je lui ai demandé d'une voix tremblante. « Et ta mère ? Ta mère le savait aussi ?» Mon mari a répondu faiblement. Après Sophie, ma mère a été la première à le savoir. C'est elle qui m'a vue pour la première fois faire quelques pas à la maison. Au début, elle a aussi dit qu'il fallait te le dire, mais je l'ai convaincue en lui parlant de l'enquête de l'entreprise. Ensuite, quand elle a su le montant des indemnités de l'arrêt maladie et de l'argent que tu envoyais, elle a changé d'avis. En Zeruf, le compte de l'arrêt maladie était aussi géré par ta mère, n'est-ce pas? Où est tout cet argent? Mon mari, évitant mon regard, a répondu avec difficulté. Elle a dit que la banque en ligne, c'était le bazar, et qu'elle se chargerait de payer l'hôpital et les frais. Alors je lui ai donné le livret et le code. Nous avons utilisé une partie pour la caution de l'appartement de Sophie, le loyer et nos dépenses. Je suis désolée. Et cette voiture? Elle est à qui? Pour que tu ne me vois pas quand je sortais. J'ai demandé à ma mère d'acheter une voiture d'occasion à son nom. J'ai continué à presser mon mari. Ta mère savait aussi pour cette relation? Mon mari a secoué la tête. Ma mère ne sait rien. Sophie, c'est mon affaire. Vraiment? À ces mots, Sophie a lâché un petit rire. Chérie, ce n'est pas vrai. Ta mère savait pour nous. Quand tu lui as dit que tu n'avais pas l'intention de retourner avec ta famille, elle m'a dit de nous voir, discrètement. Elle me préparait même à manger et me disait de ne pas rester trop longtemps et de rentrer vite. And the waiting. J'ai regardé fixement mon mari et je l'ai acculé. Et tu me demandes de croire qu'une femme qui procure une voiture à son fils pour qu'il sorte en cachette ne lui a pas demandé une seule fois où il allait? Mon mari, comme s'il se sentait lésé, a sorti son téléphone pour prouver qu'il n'avait pas parlé de Sophie et a commencé à faire défiler rapidement la liste des discussions. Je te dis que je n'ai jamais parlé de Sophie avec ma mère. Mais alors qu'il faisait défiler les écrans, une conversation intitulée « Maman » est apparue un instant, rapidement. Je lui ai attrapé la main et j'ai ouvert cette conversation. À l'intérieur, il y avait quelques messages textes. L'argent d'Hélène est arrivé. Je te passe ta part comme l'autre fois. Cette fois-ci, dis-lui que nous avons changé le matelas. Mets-toi d'accord avec elle. Ta part. Je te la passe ce soir. En lisant les messages, j'ai commencé à comprendre vaguement sous quel prétexte ma belle-mère me soutirait de l'argent et comment ils se le partageaient. Mes mains tremblaient. Je me souvenus de l'image de ma belle-mère en larmes, me demandant pardon. Et pendant un instant, j'ai eu le souffle coupé. Comme mon téléphone enregistrait déjà, j'ai arraché le téléphone des mains de mon mari. J'ai rapidement pris des captures d'écran de cette conversation
et je me les suis envoyées sur mon propre compte. Mon mari a essayé de récupérer son téléphone, mais il était trop tard. Je ne voulais rien dire de plus. Entendre d'autres excuses ne ferait que me retourner l'estomac. Je me suis levée et, en partant, j'ai dit seulement une chose. Ne me contactez plus jamais. Bien que je leur ai déjà montré la vidéo de son infidélité, j'ai pensé qu'il valait mieux ne pas leur révéler à ce moment-là que j'avais aussi enregistré sa confession. Le contenu des messages, je me l'étais déjà envoyé. Mais s'ils savaient que j'avais aussi un enregistrement, ils pourraient effacer des preuves ou déplacer l'argent. Sur le chemin du retour, j'ai appelé l'agence de location de voitures. Je leur ai expliqué la situation. Et je leur ai demandé de ne pas effacer l'enregistrement de la caméra de la voiture, correspondant à ce créneau horaire. Même après l'avoir rendu, quelques jours plus tard, après avoir suivi les procédures nécessaires, j'ai obtenu le fichier vidéo. Le lendemain, j'ai raconté toute la vérité à mon amie, Camille, en entendant mon histoire, et resté sans voix pendant un long moment. Mais comment des gens pareils peuvent-ils exister? Hélène, tu ne peux pas laisser passer ça. Je connais un avocat. Je te mets en contact avec lui tout de suite. Camille m'a demandé pardon à maintes reprises. Elle se sentait coupable parce que tout cela m'était arrivé à cause de quelqu'un qu'elle m'avait présenté. Elle a dit qu'elle l'avait vu à la salle de sport pendant des mois et qu'elle pensait seulement que c'était quelqu'un de travailleur, mais qu'elle ne savait rien de sa vie privée. Je l'ai consolée en lui disant comment aurait-elle pu connaître la véritable nature de mon mari. À l'avocat que m'a recommandé Camille, j'ai d'abord présenté la vidéo, l'enregistrement audio de la confession et les justificatifs des virements que j'avais faits à ma belle-mère. L'avocat a examiné les éléments méticuleusement, organisant les dates et les montants dans un tableau, et m'a posé des questions détaillées sur la situation. Souvenez-vous exactement de ce que votre mari a dit à tel moment. Plus vous le noterez de manière détaillée, plus ce sera utile pour l'avenir. À partir de ce jour-là, j'ai commencé à prendre des notes aussi détaillées que possible des conversations dont je me souvenais. L'avocate, après avoir examiné les documents, m'a dit d'un ton sérieux, avec ces éléments, il n'y a plus qu'assez pour lancer une procédure de divorce et une demande de dommages et intérêts contre la maîtresse. Cependant, en ce qui concerne la fraude à l'assurance accident du travail et la responsabilité de l'accident, nous aurons besoin d'une enquête parallèle de la sécurité sociale et de la police pour arriver à une conclusion définitive, comme mademoiselle Sophie vous a rencontré, vous et vos enfants. Lors de la rencontre familiale, il lui sera difficile de prétendre qu'elle ne savait pas qu'il était marié. Nous envisagerons de demander une saisie conservatoire des biens de votre mari, sur la base du divorce et du partage des biens, et sur le compte de votre belle-mère, sur la base de la réclamation de l'argent pour les soins qu'elle a perçus indûment. En écoutant les explications de l'avocat, j'ai réalisé à quel point j'avais été profondément trompée. Signer chacun des documents fut un processus compliqué, mais je ne pouvais plus continuer à pleurer sans rien faire. J'ai immédiatement préparé la demande de divorce et la plainte contre la maîtresse, et j'ai dénoncé la fraude dans la perception des indemnités pour incapacité temporaire auprès de la sécurité sociale, ainsi que les irrégularités dans la gestion de la sécurité et la falsification de documents au moment de l'accident auprès de la police. Après cela, les enquêtes de la sécurité sociale et de la police se sont prolongées pendant plusieurs mois. Un inspecteur m'a convoqué pour prendre ma déclaration. Pensiez-vous réellement que votre mari ne pouvait pas marcher? Y a-t-il eu quelque chose récemment qui vous a fait soupçonner? Je lui ai tout expliqué en détail. De ce que ma fille avait vu jusqu'à ma surveillance. Au cours de l'enquête, il a également été découvert que le mercredi où j'avais dit que j'irais leur rendre visite, aucune séance de rééducation n'était programmée. Plus tard, on m'a raconté que même lors de sa convocation, mon mari s'est présenté en fauteuil roulant, insistant sur le fait qu'il n'avait pas complètement guéri et qu'il ne pouvait marcher que sur de courtes distances avec difficulté. Quand l'inspecteur lui a montré la vidéo où on le voyait descendre les escaliers et conduire, il est resté sans voix. Un voisin a également témoigné, disant qu'il avait vu mon mari marcher dans la cour la nuit, en s'appuyant contre le mur à plusieurs reprises. Les reçus falsifiés par ma belle-mère
avait pour seul but de m'extorquer de l'argent pour des traitements et des soins. Au début de l'enquête, ma belle-mère a aussi menti, disant que son fils ne pouvait ni se lever, ni faire quelques pas par lui-même. Cependant, l'enquête a révélé que les reçus de rééducation qu'elle m'avait envoyés étaient des copies du vrai reçu du premier mois, avec la date et le montant modifiés, et présentés à plusieurs reprises. En les comparant avec les registres de l'hôpital, on a vu que ni les dates ni les montants ne correspondaient. Il a été découvert qu'ils avaient annulé tous les rendez-vous de rééducation après le premier mois, par peur que le kinésithérapeute ne se rende compte qu'il pouvait marcher. Mon mari, pour sa part, avait caché son véritable état de guérison à la sécurité sociale. Bien qu'il continuât d'aller aux visites de contrôle régulières, quoiqu'avec moins de fréquence au cabinet, il dissimulait sa capacité réelle à marcher et mentait, disant qu'à la maison il ne se déplaçait qu'en fauteuil roulant. L'enquête a conclu que mon mari avait minimisé son état de guérison à chaque consultation, cachant qu'il pouvait marcher et conduire de manière autonome pour continuer à toucher les indemnités d'arrêt maladie. Dans l'enquête de la police sur l'accident, les rapports de sécurité interne de l'entreprise et les relevés téléphoniques du jour de l'accident ont été obtenus comme preuve. Le responsable de la sécurité a d'abord hésité à témoigner par peur de l'entreprise. Selon ce que l'avocat m'a raconté, il a d'abord dit qu'il ne se souvenait pas bien. Cependant, lors de l'examen des messages de travail et des relevés téléphoniques des personnes impliquées, on a découvert un brouillon du rapport et le message d'avertissement original que le responsable de la sécurité avait conservé sur son téléphone personnel. Dans ce brouillon, il était clairement indiqué la recommandation d'arrêter les travaux, mais dans le rapport final présenté à l'entreprise, cette phrase avait disparu et avait été remplacée par « sans anomalie ». L'enquête a déterminé que la cause directe de l'accident était que certaines fixations de l'échafaudage n'étaient pas bien sécurisées et que si le travail avait été arrêté pour les renforcer, l'effondrement aurait très probablement été évité. Apprenant que ces messages originaux existaient toujours, le responsable de la sécurité n'a plus pu le cacher et a finalement témoigné devant la police, confirmant qu'il avait recommandé d'arrêter les travaux la veille de l'accident. Pendant ce temps, on a également détecté que ma belle-mère avait tenté de retirer de l'argent de son compte en toute hâte. Par chance, l'avocat avait demandé une saisie conservatoire et a pu l'éviter. Sophie, de son côté, a affirmé pendant un certain temps qu'elle aussi avait été trompée et a même menacé de me poursuivre pour diffamation. Cependant, lorsque mon avocat lui a bien fait comprendre que je n'avais jamais publié la vidéo sur Internet ni ne l'avais diffusée parmi les gens de l'entreprise, elle a arrêté d'aborder le sujet. Plus tard, lors de la procédure de médiation pour la demande de dommages et intérêts, elle a allégué que l'argent de la caution de l'appartement était un prêt, et que lorsqu'ils avaient commencé leur relation, elle pensait que notre mariage était déjà pratiquement brisé. Cependant, comme il a été confirmé qu'elle nous avait rencontrés, moi et les enfants, lors de la rencontre familiale, et qu'à l'hôpital elle s'était adressée à moi en tant que madame, son argument a été rejeté. La médiation avec Sophie n'a pas non plus abouti à un accord. L'affaire est donc allée au tribunal. D'après ce que j'ai entendu à l'époque, tous deux se sont rejetés la faute et ont rompu leur relation. La famille du travailleur qui a été blessé dans l'accident a également pris contact avec moi. Ils préparaient leur propre poursuite judiciaire et avaient obtenu la même déclaration du responsable de la sécurité. Les avocats des deux parties se sont contactés. Et c'est ainsi que la nouvelle m'est parvenue. Le travailleur qui était tombé avec mon mari n'avait pas encore pu retourner travailler à cause des séquelles. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que les mensonges de mon mari n'avaient pas seulement détruit ma famille, mais aussi la vie d'autres personnes. Pendant la procédure de divorce, mon mari a essayé d'utiliser les enfants pour que je change d'avis. Il m'a appelé en suppliant, pour les enfants, « S'il te plaît, ne divorçons pas. » Au début de la procédure, mon mari a supplié qu'il voulait demander pardon aux enfants. Alors j'ai permis une courte rencontre en présence de ma mère. Lors de cette rencontre, mon mari a glissé en cachette une lettre dans le sac à dos de Lucas. Il y disait que tout était de sa faute et que nous devions redevenir comme avant. En lisant la lettre, je n'ai ressenti que de l'amertume. Ce n'était plus un problème qui pouvait être résolu,
En revenant en arrière, lors de la médiation judiciaire, il a également supplié qu'on lui baisse le montant de l'indemnisation. La médiation a échoué, et le divorce est allé jusqu'au procès. Ma belle-mère est même venue chez mes parents pendant que le procès était en cours. Une fois, elle a frappé à la porte et a crié « Tu as ruiné la vie de mon Julien. Y avait-il besoin de le dénoncer ?» Je n'ai pas reculé et je lui ai répondu « Belle maman, c'est votre fils qui a d'abord fait semblant de ne pas pouvoir marcher pour me soutirer de l'argent. Et vous le saviez. Et vous l'avez aidé. » Ma belle-mère a élevé la voix en niant tout. Moi, qu'est-ce que j'ai aidé? C'était seulement le cœur d'une mère inquiète. Pour son fils, je lui ai montré un résumé de tout l'argent que je lui avais envoyé et des reçus qu'elle m'avait mandés. Organisé par date. Vous avez fait ça avec un cœur de mère? Vous avez falsifié le prix d'un matelas et créé des reçus de traitement qu'il n'a jamais reçus. Et vous apportiez même à manger à mademoiselle Sophie, pendant que vous m'empêchiez, moi et mes enfants, de voir mon mari pendant des mois. Ma belle-mère a balbutié sans savoir quoi dire. Ma mère, qui était sortie en courant avec son tablier en entendant le chahut, est intervenue. Savez-vous ce que ma fille a souffert à cause de votre famille, au point de laisser sa propre entreprise? Et maintenant vous venez vous plaindre ici. Ma belle-mère, tremblante de rage, n'a rien pu dire et est partie. En la voyant s'éloigner, je me suis sentie étrangement apaisée. Quelques jours plus tard, elle a changé de tactique et m'a recontactée, disant qu'elle me rendrait l'argent. Si je retirais ma plainte, je lui ai dit catégoriquement que la sécurité sociale et la police avaient déjà tous les documents et que retirer la plainte ne résoudrait rien. Léa ne comprenait pas pourquoi son père avait continué à faire semblant d'être malade alors qu'il pouvait déjà marcher. Et elle me l'a demandé en pleurant. « Maman, pourquoi papa nous a menti ?» Pendant un certain temps, Léa a ressenti une étrange culpabilité, pensant que si elle n'était pas retournée chercher son téléphone ce jour-là, rien de tout cela n'aurait été découvert, et que c'était à cause d'elle que son père avait des problèmes. Lucas, au contraire, a refusé de prendre les appels de son père. Il m'a dit brusquement « Ce n'est pas maman qui a abandonné la famille, c'est papa qui nous a abandonnés. » J'ai expliqué la vérité aux enfants dans la mesure où cela ne leur ferait pas de mal. Nous sommes également allés à plusieurs séances avec un thérapeute. La thérapeute, après avoir parlé avec chacun séparément, m'a conseillé. Léa sent encore que c'est de sa faute. Il est important de lui répéter que ça ne l'est pas. Lucas a tendance à refouler ses émotions, donc au lieu de le forcer à parler, il serait bon de lui donner l'opportunité de s'exprimer par le dessin ou l'écriture. En suivant ses conseils, j'ai commencé à consacrer un peu de temps chaque jour pour que les enfants et moi écrivions un petit journal sur ce qui nous était arrivé. Au début, tout le monde se sentait mal à l'aise. Mais avec le temps, j'ai senti qu'il s'ouvrait petit à petit. Pendant la procédure, les enfants ont vécu avec moi. La première rencontre officielle de visite, gérée par le tribunal, s'est déroulée dans un espace de rencontre familiale, en présence d'un médiateur. En raison de la grande anxiété des enfants, mon mari est apparu appuyé sur une canne, traînant la jambe de manière exagérée, comme pour susciter la compassion des enfants. Lucas a dit froidement « Tu ne nous trompes plus. Papa !» Léa a fixé intensément les jambes de son père et a finalement éclaté en sanglots. Mon mari, au milieu de tout cela, a commencé à me blâmer devant les enfants, disant que leur mère l'avait dénoncé. Le médiateur présent a interrompu la conversation calmement. Compte tenu de l'avis du médiateur et de l'état des enfants, le tribunal a décidé de suspendre les visites directes pour un temps et de réévaluer la situation lorsque les enfants seraient plus stables. L'enquête de la sécurité sociale, l'enquête de police. Le divorce et tous les procès ont mis plus d'1 an à se conclure. Le jour où j'ai reçu la notification que le jugement de divorce était définitif et que je l'ai relu, j'ai ressenti un mélange de soulagement et d'amertume, mais je n'ai pas pleuré. Dans mon cœur, j'avais tourné la page depuis longtemps. J'ai rangé les papiers au fond d'un tiroir et, sans rien montrer aux enfants, j'ai préparé le dîner comme n'importe quel autre jour.
Vers cette époque sont également arrivés les résultats de l'enquête de la sécurité sociale et de la procédure pénale. L'enquête de la sécurité sociale a clairement démontré que mon mari avait caché son état réel de guérison et l'arrêt de ses traitements en présentant de faux documents pour continuer à toucher l'indemnité d'arrêt de travail pour incapacité temporaire. Comme s'il avait encore besoin de soins, il a dû rembourser la totalité des prestations perçues indûment. En plus de payer une amende supplémentaire, mon mari a également été déclaré coupable de la responsabilité d'avoir blessé un collègue de travail en ignorant les mesures de sécurité et de la fraude à l'assurance accident du travail. Lorsque l'enquête a commencé, l'entreprise l'a rapidement écarté de ses fonctions et, une fois sa responsabilité pénale et la falsification de documents internes confirmés, le comité de discipline l'a licencié. Avec un historique de falsification de rapports de sécurité, de licenciement disciplinaire et un casier judiciaire. Il a eu beaucoup de mal à trouver du travail dans une autre entreprise de construction. Lors du procès de divorce, la responsabilité claire de mon mari dans la rupture du mariage a été reconnue. J'ai donc reçu une indemnisation considérable et on a procédé au partage des biens communs. Il a été déterminé que j'aurais l'autorité parentale et la garde des enfants. Il a été pris en compte que j'avais été la personne s'occupant principalement d'eux, ainsi que leur propre volonté. Il a également été décidé que mon mari devrait payer une pension alimentaire mensuelle. Bien que mon mari ait pris du retard dans ses paiements à plusieurs reprises, j'ai eu recours aux procédures légales pour réclamer les sommes dues. Dans la plainte contre la maîtresse, un jugement a également été rendu obligeant Sophie à me payer des dommages et intérêts, outre le divorce. J'ai lancé une procédure pour que ma belle-mère et mon mari remboursent l'argent des soins qu'ils avaient obtenus par des mensonges. Ma belle-mère n'a pas non plus pu échapper à sa responsabilité pour m'avoir soutiré de l'argent avec de faux rapports de traitement et pour avoir activement collaboré à la fraude de son fils. Au pénal, elle a été condamnée à une amende. Et au civil, on lui a ordonné de rembourser tout l'argent qu'elle avait reçu pour les soins. Une fois tout terminé, ma belle-mère a essayé de me contacter plusieurs fois de plus. Mais j'ai arrêté de répondre à ses appels. Je suis allée m'installer avec mes enfants dans une petite maison près de celle de mes parents. Le jour où nous organisions le déménagement, Léa était ravie de dire qu'elle voulait choisir la couleur du papier peint de sa nouvelle chambre. Lucas, pendant qu'il rangeait son bureau en silence, m'a demandé soudainement « C'est notre vraie maison, n'est-ce pas ?» Cette question m'a fait mal. Mais j'ai forcé un sourire et je lui ai dit oui. Pendant la durée des procès, j'ai réussi à lancer avec succès plusieurs nouvelles marques d'ateliers artisanaux qui ont représenté une part importante de nos ventes. Une fois, une réunion importante avec un gros client a coïncidé avec la date d'une audience au tribunal. Et j'ai failli ne pas pouvoir y assister. Mais mon ami et associé de toujours m'a remplacé et a conclu le contrat avec succès. Au fur et à mesure que mes réussites s'accumulaient, Camille m'a proposé de participer à nouveau à la direction et je suis revenue comme codirectrice. Mon mari m'avait promis un jour qu'il m'aiderait à me relancer professionnellement. Mais celle qui m'a finalement ouvert cette porte, ce n'est pas lui, c'est Camille. Avec le temps, les enfants ont également retrouvé leur stabilité. Parfois, Lucas était même capable d'aborder le sujet et d'en rire. Au début, rien qu'en regardant son téléphone. Léa se rappelait l'image de son père en train de marcher ce jour-là. Mais en se faisant une nouvelle amie à l'école, elle a retrouvé sa joie de vivre. Un jour, Léa m'a regardée et m'a demandé « Maman, si je n'avais pas oublié mon téléphone ce jour-là, on ne l'aurait jamais su. N'est-ce pas ?» J'ai souri et je lui ai répondu « Eh bien oui. » Grâce à notre Léa, maman a ouvert les yeux. Léa, fière de mes mots, a souri de toutes ses dents. Ce jour-là, je l'ai serrée fort dans mes bras. En regardant en arrière, cette petite inattention a complètement changé ma vie. Au début, j'ai eu l'impression que mon monde s'effondrait. Mais maintenant, je me retrouve avec une version de moi-même beaucoup plus forte. Parfois, je pense à ce que j'aurais fait différemment si je pouvais remonter le temps. J'aurais probablement pris les mêmes décisions. Je ne regrette pas le temps où j'ai laissé ma carrière pour être avec mes enfants, ni le temps que j'ai consacré à mon mari en lui faisant confiance. Cependant,
Je sais maintenant que faire confiance à quelqu'un et se protéger soi-même ne sont pas des choses incompatibles. Rien qu'avec cette leçon, je sens que le temps écoulé n'a pas été vain. Maintenant, sans dépendre des mensonges de personne, je vais construire une nouvelle vie avec mes enfants, par mes propres forces. Merci d'avoir écouté mon histoire.